Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 3 septembre 2024. Nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Avec pour sujet principal dans le domaine artistique une rediffusion de Gaston Chessac. Gaston Chessac, que j'ai découvert il y a assez longtemps. C'était à une exposition Gaston Chessac à l'Île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Voilà, c'était une découverte et c'est extraordinaire pour moi. Il y avait un petit film aussi qui accompagnait cette expo, qui avait été fait par des journalistes allemands sur Gaston Chessac, un petit film en noir et blanc, mais qui était, voilà, quand on découvre cet artiste, on est un petit peu perturbé. Ouais, salut à tous. Donc vous pouvez nous mettre un petit mail à artracaille@orange.fr. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine. Et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout. Et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix.
Michel Buller en Palestine, une chanson qu'on aime toujours autant. Surtout quand on parle de la Palestine, ce qui va être le cas pour mon presse-papier. Hold-up sanglant en Cisjordanie occupée. Gaza ne suffit pas au gueuleton des satrapes cannibales de la colonisation palestinienne. La Cisjordanie se fait bouffer toute crue par les allumés de la Kalachnikov en kippa. La mort, c'est une petite bouffe façon colon sioniste. On tue, on pille, spolie, fout le feu, interdit l'accès aux oliveraies et à tout ce qui peut faire vivre une communauté agraire arabe. Suscitant toujours aussi peu de compassion des démocraties, qui continuent de s'empiffrer sans aucune vergogne des exportations illicites de produits de la colonie israélienne, pillés dans les champs et les vergers palestiniens, au prétexte fallacieux de terrorisme que d'aucuns nomment résistance et dont je suis. Non pas antisémite, plus simplement anti-tueur, accapareur de terre, de vie de femmes, d'enfants, de jeunes hommes, de jeunes femmes, de vieillards, impotents de préférence. Par contre, aucun état d'âme a pensé que les derniers jours de cette colonie sont maintenant comptés, comme ont été comptés les jours des colonies asiatiques au Vietnam, Cambodge, Laos et africaines qui constituaient l'empire français, ainsi que l'empire anglais, portugais, espagnol, hollandais, même punition, même motif. Tout hors des pages des manuels et des cartes de géographie contemporaine. Le dernier poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient s'agite de plus en plus faiblement avant l'arrêt cardiaque fatal. Alors le sourire pourrait éclairer nos tristes figures, figées dans un rictus mortibus morpionibus, depuis un siècle bien compté. La liberté va se secouer le poil. Celle de Paul Éluard et de bien d'autres, de Mahmoud Darwish et de bien d'autres, que tous les enfants de salauds qui regardent leur godasse pour ne pas voir la mort d'un peuple, par les bombes, les tanks, la famine, les hôpitaux en tas informes de décombres, l'eau salée et des pathologies disparues qui se ramènent leur gueule de goule pour pouffiner le boulot de mort du colonisateur, avec le soutien du grand pourvoyeur de la mort, Amerloc, qui gave l'armée la plus immorale du monde de milliards de dollars d'armement pour écrabouiller des lanceurs de cailloux et la nouvelle génération d'enfants de ce petit pays martyr. Vos gueules là-dedans, chef, oui chef, travail d'équipe. Étrangement passionné par l'histoire des vampires à croix gammées qui ont marqué notre temps, par le massacre de masse institutionnalisé, je ne peux combattre l'idée qu'en Palestine colonisée se répète cette période sinistre, que des humains, ou considérés ainsi, puissent aujourd'hui faire bégayer l'histoire à ce point en Palestine, emprisonnés, torturés, violés, mener des expériences dégradantes sur des corps humains, des esprits humains. Je vous épargne la liste de ces horreurs qu'on pouvait croire disparues, que d'aucuns, malgré une documentation fournie, continuent à nier, et que la Cour internationale de justice est empêchée dans son travail par des pressions innommables émanant de démocraties BCBG, dont celle, principal soutien à la colonisation, sioniste et fournisseur d'armes hors concours, les USA. Alors, au comptoir de mon bistrot favori, celui de mon imagination, on se dit des mots incompréhensibles pour ces messieurs d'en haut, qui sont tout au fond de la classe, là où se forme l'élite de demain, non par ceux de ma scolarité, ceux-là sont devenus des humains fréquentables, comme ce copain cantonnier dans la ville de notre enfance, et qui se fait du grand en dehors de ses heures de travail, en ramassant, à l'automne, les feuilles mortes dans les parcs des grosses propriétés bourgeoises. Je n'ai jamais connu d'homme aussi paisible, qui n'a jamais sollicité de conseils du genre
traversez la rue, il y a du boulot en face. La Palestine va revivre. Les colons vont repartir d'où ils sont venus. La parenthèse sanglante va se refermer. Pas le dernier cauchemar guerrier. Il y a toujours des Brunswick prêts à déterrer la hache de guerre, des anti-tabac qui n'aiment pas la fumée apaisante du calumet. La fripouille enfouraillée a encore de beaux jours à barboter dans la vase puante des marigots du désespoir. Mais il y a aussi, encore, je crois, des crocodiles. Je vais revenir un peu sur tout ce que tu as dit dans ton presse-papier, qui effectivement, avec toi, tu mets une nuance d'espoir dans l'idée qu'effectivement, un jour, ce pays, Israël, finira par tomber suite à ses abominations. Effectivement, on sait bien que tous les pays colonisateurs finissent par tomber à un moment donné. Mais là, pour l'instant, on a parlé de la Cisjordanie. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu moins depuis qu'il y a la guerre à Gaza. Mais là, c'est la plus grande opération en Cisjordanie occupée depuis près de décennies. Comme il y a eu des centaines de soldats qui ont des véhicules bien blindés, des bulldozers, des avions de chasse, des drones. Il y a des raids simultanés dans les villes de Jenin, de Tulkarem au nord du pays. Il y a des Palestiniens, il y a au moins 9 Palestiniens qui ont trouvé la mort dans une nuit, 11 qui ont été blessés. Il y a toujours oui, de plus en plus de morts. Et en fait, effectivement, cette Cisjordanie est vraiment la cible des colons, car les colons veulent récupérer effectivement toute cette partie. Et par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie, il y a un rapport qui est paru dans B'Tselem, qui s'appelle Bienvenue en enfer, et qui parle de toutes les violences et les abus divers de tous les prisonniers palestiniens en Cisjordanie. Et ça, on n'en parlera jamais assez, qui sont torturés, qui sont violés, qui sont menacés, qui sont des conditions proches des pires prisons comme Guantanamo. Enfin, c'est même tellement, nous, on est par le biais de l'UJFP, on a beaucoup d'informations. Et j'avoue que j'arrive pas à tout lire, parce que des fois on est quand même un peu submergé par toutes ces horreurs, quoi. On pourrait dire aussi de Buchenwald et d'Auschwitz. Oui, il y a vraiment des menaces. Et là, c'est pareil, il y a un rapport qui est sorti sur le site de l'Ourdip, où on parle c'est des enfants qui témoignent, des enfants palestiniens qui sont torturés. On voit des jeunes enfants qui ont 12, 14 ans, qui ont été arrêtés, qu'on a menacés, qu'on a tapés à coups de crosse de fusil, des gens qui sont menacés par des chiens. Enfin, c'est vraiment, et ça, effectivement, ça nous rappelle les pires heures du nazisme quand même, quoi. Ces façons de torturer, de faire peur, quoi. Alors ensuite, à Gaza, là, pour revenir sur Gaza, en fait, Gaza, c'est 42 millions de tonnes de ruines. Donc, il y a un rapport qui a été sorti, l'ONU, l'Union européenne et la Banque mondiale ont publié un rapport qui s'appelle Bande de Gaza, évaluation provisoire des dommages. Et en fait, cette lecture, elle est assez perturbante, parce que en fait, c'est une logique comptable objective. Donc, c'est pas du tout un dossier à charge contre Israël. Il y a 31 pages de texte, et sur ces 31 pages, il y a seulement 4 lignes qui parlent de pertes humaines, de déplacements forcés des populations, de dommages sans précédent portés à la vie sociale, physique et aux infrastructures. Mais c'est plutôt, parlons business. Voilà, comment pouvoir se faire de l'argent, qui va récupérer l'eau, les infrastructures à reconstruire. Donc, par exemple, si on est dans le traitement de l'eau, alors le WASH, c'est comme Veolia, Suez Environnement, des groupes environnement, vous pouvez vous faire plus d'1,5 milliard en proposant vos services. Donc, dans ce rapport sont détaillés ligne par ligne l'argent potentiel à se faire quand il faudra reconstruire Gaza. Des ONG et un important article viennent de raconter justement quelles sont les destructions à Gaza. C'est sur le site de Bloomberg, et là justement on parle quand même beaucoup plus de la vision humaine de ces destructions, de ces pertes, quoi. Tu parlais de Gideon Lévy. Oui, Gideon Lévy, justement, lui, c'est par rapport à... Il a repris l'article sur Bienvenue en enfer, là, du rapport qui a été publié. Alors, c'est un rapport qui n'existe, je crois, pour l'instant, qu'en anglais, quoi. Ah. Mais c'est Welcome in Hell. Gideon Lévy, il le publie, enfin, il en parle, il le fait connaître, en fait, justement. Voilà, alors après, on pourrait parler de notre pays, la France, aussi, où on est toujours dans une
panne de gouvernement, un déni démocratique, enfin c'est... j'ai lu il y a Blast qui fait des petites vidéos régulièrement, et donc qui pointe en fait l'importance de la secrétaire, du secrétariat général du gouvernement, en fait qui est souvent passé un peu sous silence, et c'est un poste tenu par une femme qui s'appelle... Claire Landais, et c'est un des postes pratiquement les plus importants. C'est pas un poste politique, c'est un poste de haut fonctionnaire, sauf que c'est le poste crucial qui gère en fait la politique en ce moment. Et là, il y a une note interne qui légitime un scandale démocratique, et par le biais de cette note interne, en fait, il y a tout un jeu qui est fait sur l'utilisation de la Constitution et des vides constitutionnels, où on pourrait, justement, ils ont publié qu'on pourrait déclarer un état d'urgence suite à la situation actuelle. Donc en fait, on est dans un espèce de flou, et il y a des constitutionnalistes, dont une femme là, qui a écrit un livre qui s'appelle La Constitution maltraitée, qui est sorti il y a quelques mois, qui explique qu'en fait, ce gouvernement qui normalement est démissionnaire reste quand même là et pourrait tout à fait voter un texte qui légitimerait un état d'urgence, quoi. Faire voter. Faire voter, voilà. Et c'est quand même assez époustouflant. C'est-à-dire que la situation actuelle en France, si on était dans un pays qu'on ne dit pas démocratique, on parlerait pratiquement de coup d'État, de putsch, enfin, voilà. Là, on est en France et tout continue quasi normalement, quoi. Alors qu'il va falloir travailler sur le budget, enfin bon, c'est quand même assez scandaleux, quoi. Et il y a une interview sur le site Politis aussi, un interview intéressant de Lucie Castex, hein, qui explique qu'effectivement Macron ne veut pas améliorer la vie des gens. Et cette femme est interviewée, donc je mettrai le lien où elle parle un petit peu effectivement de cette situation complètement inadmissible. Quelque chose qui m'a énormément choqué aussi, c'est un patron milliardaire qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, quelqu'un dont il faut absolument se méfier, celui qui voulait, alors je ne sais pas s'il a racheté, qui veut racheter Marianne, et c'est lui, pour ceux qui connaissent, qui est fondateur des coffrets Smartbox. Les petits coffrets qui permettent d'offrir des week-ends à droite à gauche quand on ne sait pas trop quel cadeau faire. On met de l'argent commun et on offre des petites boîtes. Ça permet d'aller dormir dans les arbres, d'aller dans un hôtel de luxe, de faire pas mal de petits voyages. Donc surtout à boycotter justement ces petites Smartbox. Et lui se présente comme un patriote. C'est-à-dire que c'est dans la lignée des émigrés de Koblenz, c'est un de ces exilés fiscaux qui ne finance ni notre école, ni notre police, ni nos hôpitaux, ni notre armée. Il a néanmoins un plan dans lequel il prévoit d'injecter 150 millions d'euros ces 10 prochaines années, entre guillemets, pour servir et sauver la France. Le nom de code de ce projet politique, qui a été dévoilé par l'Humanité le 19 juillet, s'appelle Périclès. Périclès, acronyme de patriotes enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux et européens souverainistes. C'est-à-dire facho. Ça fait quand même froid dans le dos. Et l'objectif affiché, effectivement, de porter le RN, avec qui il est déjà en lien, et la droite au pouvoir, par une victoire idéologique, électorale et politique, pour lutter contre les maux principaux du pays qui sont le socialisme, le wokisme, l'islamisme, l'immigration, etc. Et donc il y a un collectif d'avocats qui a été constitué pour conduire plus de 20 procédures par an afin de faire changer la peur de Caen. Et il y a une école même des futurs maires qui a été créée sous le nom de Politicae dans le but de faire gagner en 2026 plus de 1000 maires de petites et moyennes communes. Donc, à quel... au RN. RN, ah oui. Donc Périclès entend financer des baromètres sur l'insécurité, l'immigration, l'extrême gauche. Donc c'est l'achat d'un institut de sondage est envisagé. Et là, on voit même la création d'un think tank de droite. En fait, c'est glaçant parce qu'on peut avoir une manipulation, sachant que les médias sont quand même aussi, tous les médias Bolloré sont d'extrême droite. Vraiment une manipulation de masse, quoi. Oui, mais 150 millions, ça me paraît léger comme cagnotte. Mais écoute, on verra. Mais voilà. En tout cas, c'est un article que j'ai trouvé aussi sur le site de Politis. Non, mais ce mec-là, il est connu depuis longtemps pour ses opinions d'extrême droite. Enfin, c'est pas nouveau qu'il doit aussi banquer pour le parti des Le Pen. Voilà. Et côté écologie, là, c'est encore
c'est vraiment le coup de masse sur la tête, sur les dernières nouvelles, sur ce qui s'est passé sur la 69, où depuis le 1er septembre, il y a une nouvelle autorisation de couper les arbres. Les écureuils qui sont dans les arbres, malmenés par l'armée, la police, menacés, qui sont quand même obligés d'évacuer la zone. Et je crois que c'est samedi, il y a eu un blessé grave. Il y a des tours en palette qui sont construites, et il y a un militant qui est monté sur cette tour en palette. Il était menacé je crois que c'est par un militaire, et il est grimpé et il a fait une chute de 8 mètres. Alors on parle de chute accidentelle. En fait, sur les réseaux sociaux et militants, la chute n'est pas si accidentelle parce qu'il était menacé et on a secoué quand même les palettes, donc il a fait une chute de 8 mètres de haut, quoi. Donc voilà, là on est encore en train de couper des arbres. Et alors là, ce que je viens d'apprendre il y a à peine une heure, c'est que devant le château de Vincennes, il y a tout un alignement d'arbres qui ont à peu près 60, 80 ans, et que la maire de Vincennes voulait faire couper pour qu'on voit mieux le château. Alors il faut savoir que le château est un peu c'est tellement ridicule. Le château de Vincennes, on le voit de partout, oui, dans Vincennes. Ouais, sur les 4 côtés. Voilà. Et là, madame la maire avait décidé qu'il fallait couper ces arbres. Il y avait déjà eu des manifestations avec le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, l'année dernière, au printemps dernier. Là, il y avait une manifestation prévue par le collectif, des collectifs de Vincennes et notre collectif de Montreuil Sauvons les arbres. Une manifestation prévue le 14 septembre avec une très belle lettre adressée à la maire de Vincennes pour l'empêcher de couper ces arbres. Et là, vient de tomber l'info que ce matin, à 6 h du matin, sans qu'il y ait aucun affichage au préalable, les arbres ont été coupés. Oui, elle contrevient à la loi. Ah complètement, elle contrevient complètement à la loi. Personne n'a eu le temps de se mobiliser parce que personne n'était au courant. En plus, jour de rentrée scolaire, tout le monde repartit au boulot. Enfin, c'est vraiment, mais c'est absolument scandaleux. Enfin, moi, j'arrive pas à m'en remettre, quoi. Je ne savais pas si vous connaissez Vincennes, mais cet alignement d'arbres devant le château, ça ne cache rien du tout. Et je rappellerai à cette mère un petit peu foldingue, on peut le dire gravement foldingue même, que sur le côté gauche et le côté droit du château de Vincennes, il y a des alignements d'arbres aussi. Alors il faudrait peut-être savoir ce qu'elle veut. Si elle veut qu'on voit vraiment le château, il faut tout couper. Mais je me demande si elle veut peut-être pas, je ne sais pas ce qu'elle veut couper exactement, mais c'est pareil, il y a tout un petit sentier en terre là qui fait le tour du château, sur une petite butte, et je crois qu'elle veut supprimer tout ça pour tout mettre à plat. Enfin, je ne vois pas comment ça peut passer au niveau de l'argumentaire. C'est-à-dire que couper des arbres pour qu'on voit mieux le château, je ne sais pas comment c'est possible. À Montreuil, on nous a vendu la piste cyclable, une piste de bus, enfin une voie de bus. Il y avait quand même des arguments derrière sur la mobilité, etc., etc. Bon, c'était difficilement digérable, mais il y avait quand même des arguments derrière. Là, l'argument ne tient pas. Enfin, un gamin de CM2 fait ça dans une rédaction, on lui dit de revoir sa copie directement, quoi. Je comprends pas, quoi. Quel est le loup qui se cache derrière tout ça? Il y a quelque chose qui m'échappe là. Oui, encore si ça avait été pins de Douglas, qui font des circonférences de 10 ou 15 mètres, bon, il aurait suffi de 3 pour cacher le château. Mais là, c'est vraiment des petits arbres maigrelets, là, comme il y a en région parisienne la plupart du temps. Non, puis moi qui passe tout le temps à Vincennes, qui vais régulièrement dans le bois, je vois bien la différence de température. Quand je traverse cette nouvelle l'esplanade qui est devant la mairie, où c'est pareil, ils avaient déjà au préalable coupé des arbres pour mettre des petits bosquets de rien du tout. Donc pour l'instant, quand il fait chaud, ce cours Marigny est intraversable. Et je vois bien quand j'arrive dans le bois, tout de suite, la fraîcheur. Enfin, ouais. Donc, mais même à Montreuil... comment ça s'appelle, la place où il y a cette sculpture en métal. Ah oui, la place de la Résistance. La place de la Résistance. Eh bien, j'étais sur le côté, enfin moi, les gens ne connaissent pas, mais j'étais au soleil, et je me suis dit, tiens, mais ça, il fait vraiment chaud. Je suis allé sous les arbres qu'il y a, parce qu'il y a des arbres là, et d'un seul coup, j'ai ressenti ce qu'a ressenti Piquet-Cou dans le bois de Vincennes. C'est pas nécessaire d'avoir le bois de Vincennes partout. Simplement quelques arbres et paf, tout de suite la fraîcheur, vous ressentez la fraîcheur. Ah oui, parce que sur notre avenue Gabriel Péry, où tous ces arbres ont été coupés, où là on a des petits trucs tous les grichons, je veux dire, bah oui, il fait 50 degrés, il fait 50 degrés en plein été, quoi. Et les riverains pâtissent aussi de cette chaleur. Enfin, et les arbres, ils vont en pâtir aussi. À mon avis, il va falloir en replanter souvent. Donc là, Madame la maire de Vincennes, c'est 0 pointé. J'espère qu'elle y perdra son mandat. Clairement, en fait, ça m'a assommé. Cette nouvelle m'a complètement assommé. Faut pas rêver, Dominique, s'il te plaît. Tu rêves bien pour la chute de l'État d'Israël. Oui, ben d'accord, mais... On peut chacun avoir ses rêves. Oui, non, mais oui, bien sûr. Enfin bon.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclaré l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Les cow-boys fringants. Plus rien.